Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence, très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors, je vais vous présenter très rapidement pourquoi je suis là, en tout cas ce que je fais au sein de ma société. Donc, j'ai créé en 2016 le groupe Stackern, basé à Montpellier, Nîmes et Paris, dans l'idée de développer l'industrie de l'e-sport, donc tout ce qui est compétition de jeux vidéo. Aujourd'hui, on intervient sur trois verticales. On fait du consulting stratégique pour des acteurs publics et des acteurs privés, c'est-à-dire on explique à des potentiels clients comment aller dans l'e-sport, comment utiliser l'e-sport, notamment comme levier de communication, par exemple. On peut les accompagner sur du marketing d'influence, donc on a une trentaine de talents qui sont des joueurs d'e-sport, des sportifs de haut niveau et des créateurs de contenu sur Twitch que l'on gère au sein de notre agence et que l'on met en relation avec des marques pour faire des activations sur Twitch, pour faire des journées portes ouvertes, pour faire des conférences, pour faire de la promotion de produits ou pour la promotion de services. Et également un volet de formation, aussi bien pour le secteur privé que dans le cadre d'établissements d'enseignement supérieur. Donc ça, c'est une verticale qui s'appelle Stackern Agency, que j'ai créée, on va dire, en 2016. Et au fil du temps, on a été approché par des acteurs auxquels on ne pensait pas du tout, notamment le secteur immobilier, pour imaginer des écosystèmes autour de l'industrie du jeu vidéo et de l'e-sport. Alors c'était en 2018, approché par un promoteur toulousain qui répond à un appel d'offres et qui, au lieu de créer un énième bâtiment pour faire du logement, pour faire du coworking, pour faire de la restauration, etc., se dit pourquoi on n'agrégerait pas un certain nombre de contenus et pourquoi pas explorer l'opportunité d'y intégrer des activités de type jeux vidéo, e-sport, etc. Donc on fait une étude, on est retenu pour les phases finales de l'appel d'offres, on est lauréat en 2019 de l'appel d'offres pour imaginer un lieu d'environ 16 000 m² à Toulouse, dans l'idée d'agréger un certain nombre d'activités, de la formation, du coworking, du co-living, de la résidence ou du logement, on va dire plus traditionnel, gaming center ou mini arena e-sport, start-up, commerce, restauration, Fab Lab, sport, santé, etc. Et donc ce projet fait des émules sur le marché français, puisque ça n'existait pas encore à cette époque-là. Et donc l'idée est venue de développer Stackern Innovation, qui est la branche aujourd'hui dédiée à la conception d'écosystèmes sur le marché européen, puisqu'on intervient sur une quinzaine de projets en France, en Suisse, en Belgique, en Pologne, et pas mal de projets qui sont en discussion aujourd'hui, notamment sur le marché anglais et sur le marché espagnol. L'idée étant quoi? Étant de dire, on va faire une destination, on va placer le jeu vidéo comme, on va dire, la clé de voûte de la réflexion, et on va autour faire en sorte d'apporter des services, d'apporter des expériences et faire un lieu où on va à la fois pouvoir étudier, on va pouvoir manger, on va pouvoir dormir, on va pouvoir se divertir avec des loisirs immersifs, avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, avec du sport digital, avec de la santé, etc. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine de projets, donc c'est moi qui pilote en partie cette activité-là. Et il y a une dizaine de projets qui sont en cours en France, entre 10 000 et 40 000 m², où on va agréger un certain nombre d'acteurs différents sur le même lieu. Troisième verticale, qui est arrivée encore après, donc c'est assez empirique, on va dire, comme développement d'entreprise, Stackern Invest, qui est un cabinet de conseil en levée de fonds dans l'industrie du jeu vidéo, de la Sportec et des technologies immersives. Donc l'idée, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui cherchent à lever entre 100 000 et 5 millions d'euros sur la structuration financière de leur entité et puis surtout l'identification d'investisseurs, marché européen ou marché nord-américain, pour pouvoir développer leur stratégie. Voilà rapidement sur les activités aujourd'hui que l'on fait, donc depuis 2016. Et je vais vous parler un petit peu d'e-sport, de relations entre le jeu vidéo et l'e-sport, du développement de l'e-sport en France, à l'international, de voir les opportunités notamment technologiques qu'il peut y avoir, avec un petit rappel sur l'industrie du jeu vidéo qui est, elle, plus vieille, on va dire, que l'e-sport lui-même. Donc l'e-sport, c'est la pratique compétitive, avec un des premiers jeux compétitif, en tout cas d'affrontement, qui remonte à 62, qui s'appelait Space War, où vous aviez des pixels, on va dire, sur un écran, vous voyez, qui est loin d'être typologie d'écran qu'on a aujourd'hui, et qui permettait de créer un affrontement entre deux individus, deux joueurs sur un même support, qui était le jeu vidéo, en tout cas avec un écran et pourquoi pas avec des ustensiles à côté de type manette ou autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pratique compétitive du jeu vidéo, donc on appelle les sports électroniques ou l'e-sport, c'est pas quelque chose qui est forcément naturel, puisqu'au début on a comme support, ça peut être une borne d'arcade, ça peut être un jeu classique, on va dire, sur ordinateur,
Et dans l'histoire même du jeu vidéo et dans l'histoire de l'e-sport, l'affrontement s'est créé, alors vous reconnaissez peut-être Pong ici à gauche, simplement avec une petite balle, avec un développement informatique très basique qui permettait d'envoyer d'une balle d'un côté de l'écran et un curseur qui empêchait la balle d'aller finalement sur le bord de l'écran, donc une sorte de tennis, une sorte de ping-pong. Donc ce fameux jeu a été très connu, très utilisé et finalement a incité des développeurs à créer des univers différenciants avec un système de leveling, un système de niveau où on doit acquérir des compétences pour passer de niveau en niveau au sein du même jeu. Et c'est ce qui s'est développé notamment sur les bornes d'arcade, avec Pac-Man, avec Donkey Kong, avec ce que vous voulez. Et les bornes d'arcade ont surtout apporté un élément différenciant, c'est la notion de ranking, la notion de classement au niveau des joueurs. Donc quand vous mettez 50 centimes dans une borne d'arcade, vous tapez votre pseudo, en tout cas les 3 premières lettres de votre prénom, vous jouez à Pac-Man, vous finissez votre game, et après le suivant va taper aussi ses 3 premières initiales de son prénom, il va mettre 50 centimes, il va jouer, puis s'il fait le meilleur classement que vous, il va monter dans le ranking, et donc il y a ce système de challenge qui se met en place au fil du temps, à travers notamment des bornes d'arcade. Donc ça c'est, on va dire, un peu les prémices de l'aspect compétitif du jeu vidéo, avec un support qui s'appelle aujourd'hui une borne qui est physique, on peut jouer en solo, on peut jouer à deux, et c'est ce qui a, on va dire, permis au fil du temps de développer l'esprit compétitif, le challenge à travers le média qui est celui d'un jeu vidéo, avec parfois des choses qui sont relativement basiques, mais qui suscitent l'intérêt en termes de compétition. Dans l'histoire du jeu vidéo, et notamment celle de l'e-sport tel qu'on le connaît depuis la fin des années 90, les 2 pays phares sont la Corée du Sud et la Suède. La Corée du Sud, pour une raison assez simple, c'est que le gouvernement a compris très rapidement que pour permettre aux jeunes de ne pas, entre guillemets, traîner dans la rue et de pouvoir avoir une activité qui ne soit pas dans la délinquance ou qui ne soient pas traînés à droite à gauche, ils se sont dit, comme on a une avance technologique, comme ils étaient férus de technologie, on va créer des espaces qu'on appelle des PC Bang, une sorte de cybercafé des années 90, où on va mettre à disposition gratuitement des espaces pour que les jeunes, en sortant du collège, du lycée, de l'université, se retrouvent entre midi et 2 ou en fin de journée, et puis découvrent des jeux, développent des nouvelles technologies, et puissent finalement apprendre, partager, se fédérer, mais de façon, entre guillemets, assez saine, versus aller traîner dans la rue, faire du deal, etc. Donc c'était une stratégie étatique, une stratégie de la Corée du Sud, de se dire on va prendre en charge finalement notre jeunesse et on va leur mettre à disposition des lieux, ce qui a engendré finalement une culture intrinsèque au sein du pays, tournée vers l'industrie vidéoludique. La Corée du Sud, notamment, s'est fortement fait connaître à travers un jeu qui s'appelle StarCraft, qui est historiquement, on va dire, le premier jeu avec une forte audience et tourné autour de l'industrie de l'e-sport. Il faut savoir que la Suède avait également, donc les pays scandinaves sont très en pointe au niveau du jeu vidéo, que ce soit au niveau du développement ou que ce soit au niveau de la pratique, et des étudiants se retrouvaient très régulièrement à Stockholm pour s'affronter. Ils prenaient leur PC sous le bras, ils allaient dans les garages des copains, etc. Ils allaient parfois dans des salles un peu plus grandes de type MJC, Palais des Sports. Et puis au bout d'un moment, il y avait beaucoup d'engouement. Ils se sont dit, tiens, pourquoi on ne créerait pas une association? Et puis l'association a organisé ce qu'on appelle des LAN parties, donc des compétitions où tout le monde se retrouve et s'affronte en réseau local. Et puis ils ont continué à développer, à mettre des petits cash prizes, donc des récompenses aux compétitions, pour former finalement ce qui a été l'un des premiers organisateurs d'événements e-sport, qui s'appelle la DreamHack. Peut-être vous connaissez la DreamHack. Et donc la DreamHack est née en Suède, après s'est développée dans d'autres pays. On avait la DreamHack à Tours, on a eu la DreamHack à Marseille il y a quelques années, DreamHack à Malmö, à Atlanta, etc. Donc il y a pas mal de pays, il y a pas mal de villes qui accueillent cet événement-là. Et donc c'était, on va dire, un des pays pionniers avec la Corée du Sud en termes de pratique, en termes de joueurs intéressés par ce côté challenge, ce côté compétitif à travers un support qui est celui du jeu vidéo. Petite précision sur la conception, la structuration, la naissance de l'industrie de l'e-sport. Vous avez ici un diagramme avec 2 pyramides. La première à gauche est celle qui est en lien notamment avec le football, et celle à droite en lien avec l'e-sport. Et vous avez sur la partie gauche une réflexion en termes de structuration qui s'est essentiellement faite par le niveau amateur. 1848, création du foot, enfin des règles du foot à Cambridge,
avec un niveau amateur, local, un développement après où on affronte d'autres villes, où on crée des associations pour s'affronter les uns les autres, pour arriver au niveau national, pour créer un championnat, pour créer des ligues. Et finalement, on remonte jusqu'au-dessus, vous voyez la FIFA, etc., le GISF, qui sont finalement, au fil du temps, les organes qui ont développé d'un point de vue professionnel la structuration par la base, c'est-à-dire par le niveau amateur, donc l'industrie du football. À droite, vous avez une structuration qu'on appellera top-down, du bas vers le haut, où directement les éditeurs, notamment Riot Games, que j'imagine vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui est l'éditeur de League of Legends, entre autres, et de Valorant, Riot Games a décidé de créer un écosystème qui se structure par les championnats du monde. Donc il y a eu, on va dire déjà, dans un premier temps, en 2011, une compétition sur League of Legends, pardon, qui était une sorte de championnat mondial. Et puis le buzz, les joueurs qui étaient, on va dire, présents dans cet écosystème-là, la médiatisation arrivant petit à petit, se sont retrouvés finalement à se dire mais pourquoi on ne descendrait pas d'un niveau, pourquoi on ne ferait pas des compétitions continentales, régionales, nationales. Maintenant vous avez des compétitions qui sont des compétitions étudiantes, vous avez la Grosse Ligue qui est une compétition e-sport sur League of Legends en France, vous avez la LFL peut-être que vous connaissez, la Ligue française de League of Legends avec la division 1 et la division 2, et donc la structuration s'est faite finalement du côté pro vers le côté amateur. Donc c'est une structuration, on va dire, différente entre le sport et l'e-sport. Mais j'allais dire qu'importe, puisque l'idée ici n'est pas de confronter le sport et l'e-sport, et encore moins de se poser la question de savoir si l'e-sport est un sport. Chacun est libre d'avoir sa propre opinion, en tout cas sur les deux disciplines. Concrètement, l'e-sport a le gros avantage de mettre en avant un certain nombre de disciplines, puisqu'on est à la croisée du jeu vidéo. Sans jeu vidéo, évidemment, pas de compétition de jeux vidéo. Donc on a de la technologie, du développement informatique, on a de la créativité, on a de l'art, on a du son. Donc pour développer le support qu'est le jeu vidéo. On est évidemment dans un environnement qui est de plus en plus divertissant et qui a été poussé notamment par les plateformes de streaming telles que Twitch. Twitch, donc, qui est la plateforme de prédilection rachetée par Amazon pour 960 millions en 2016, quelque chose comme ça, et dont l'objectif est de permettre à tout à chacun de créer des contenus, qu'on soit joueur pro ou pas joueur pro, peu importe, qu'on soit juste streamer, caster ou autre, chacun peut créer sa chaîne et peut diffuser du contenu. Et le gros intérêt, c'est que les plateformes de streaming, alors je vous parle de Twitch, mais il y en a plein d'autres. Vous connaissez peut-être Kick aussi, qui essaye de concurrencer Twitch, voilà, avec des histoires un peu sombres derrière le fondateur de Kick, kick.com ou kick.tv, je ne sais plus. Et vous avez, côté asiatique, vous avez plein aussi de plateformes qui sont utilisées. Donc on a probablement entre 50 et 100 plateformes à travers le monde sur lesquelles on peut diffuser des contenus vidéoludiques, de l'e-sport, et puis tout simplement des choses où on peut plus un peu chiller, on peut s'entraîner simplement à quelques games et puis échanger avec notre audience à travers le chat. Donc on a un côté divertissant, à la fois sur le streaming, à la fois sur le côté événementiel. J'imagine que certains d'entre vous connaissent la Carmine Corp, peut-être vous connaissez le KCX, vous avez suivi le KCX, donc Carmine Corp Experience. Je ne sais pas si vous avez vu le spectacle, le Blue Wall, etc., le What is the Color, etc. Bon, Blue, voilà, merci. On est dans un environnement où on attaque ce qu'on va appeler l'entertainment. On n'est pas simplement dans l'esprit compétitif, mais on est dans la frontière du supporterisme. Hein, on parlait du foot tout à l'heure, du sport. Et du côté ultra aussi, hein, les ultras K-Corp. Et un affrontement qui se fait, mais dans une ambiance de spectacle, soit sur des lieux physiques, mais aussi à travers Twitch. Alors la problématique de Twitch, qui est une problématique notamment technologique, c'est comment créer de l'engagement des audiences sur une plateforme de streaming, alors que on a potentiellement que le chat dans lequel on peut s'exprimer, et puis quand vous avez un pic de 100 000 viewers en même temps sur une compète pour que notre message soit lu, soit vu, etc., c'est pas forcément évident. Donc il y a de plus en plus de sociétés, de start-up qui développent des outils de gamification, des outils de fan experience, etc., qu'on va plugger directement sur Twitch. Donc on a beaucoup de techno. On a du cloud, on va en parler tout à l'heure, on a du cloud, on a de la big data, on a du réseau, on a de la cybersécurité, on a énormément de technologies qui sont utilisées soit pour créer un événement, soit développer un jeu, soit pour développer les plateformes, pour les héberger, pour capter les données, pour exploiter les données, pour performer aussi en exploitant les données. L'idée c'est quoi? C'est de se dire, moi par exemple je joue à CS. Quand je joue à CS, bon, je joue pas à niveau compétitif, mais là n'est pas la question. Les joueurs compétitifs de CS,
ont des données qui sont stockées, par exemple, sur HLTV, qui nous permet d'avoir de la data et savoir quand on joue sur telle map, avec tel joueur, etc., ce qui va se passer potentiellement en termes de prédiction en fonction de nos habitudes, en fonction des partenaires avec qui on joue et en fonction aussi des équipes que l'on va affronter. Donc toutes les données en fait du jeu vidéo sont pixelisées, sont stockées, on les retrouve sur League of Legends, sur Dota. Il y a des sociétés comme Pandascore par exemple qui permettent de récupérer les données, pourquoi pas de les utiliser pour en faire des extrapolations, pourquoi pas aider des bookmakers par exemple dans les paris e-sportifs. Paris e-sportifs, je vous rappelle qu'ils sont interdits sur le marché français, y compris avec un VPN, évitez de vous faire choper. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'exploiter les datas et de faire en sorte de les transformer en informations. Ça peut aider des équipes à se préparer quand vous avez Vitality qui va jouer contre Solari ou une équipe, je sais pas, européenne en LEC par exemple qui va affronter une autre équipe la semaine prochaine. Bah, des fois, on utilise des outils, des logiciels pour comprendre comment l'équipe adverse a joué les sessions précédentes, quels sont les joueurs qui ont l'habitude de pick ou de ban, quelles sont les stratégies mises en place, etc. sur la top lane et compagnie. Bref, donc on va, notamment sur League of Legends, on va faire en sorte d'anticiper. Alors on le retrouve dans le sport traditionnel, hein, le rugby, le foot, le basket sont truffés de capteurs, sont truffés de data qui permettent d'analyser, on va dire, le déplacement des athlètes. Et ben dans l'e-sport, on a la donnée puisqu'on a un jeu vidéo, on a un support, on peut le stocker, on peut l'analyser, on peut le transformer en outil décisionnel. Et puis j'ajoute la partie sport en termes de croisée, en termes de différentes disciplines. Pourquoi le sport? Parce que finalement, dans l'e-sport, on a de l'entraînement, on a de la compétition, on a des nutritionnistes, on a des diététiciens, on a des analystes, on a des kinés, on a des ostéos, on a des ergothérapeutes, on a des staffs qui bossent dans le marketing, dans la logistique, dans le partenariat. Et donc, finalement, quand on regarde de près, la pratique même de l'e-sport peut s'apparenter à une pratique du sport traditionnel, notamment sur la partie haut niveau, puisqu'il y a de la performance, il y a de la préparation mentale, il y a de la préparation physique, etc. On a des compétitions, on a des ligues, on a des championnats, on a des récompenses hein, aussi. Quand vous jouez au tennis, quand vous faites Wimbledon ou Roland Garros à la fin, vous gagnez de l'argent. Quand vous jouez à Dota 2 et puis que vous remportez The International, donc qui est la Coupe du Monde, hein, qui est vraiment l'événement final qui s'appelle donc TI pour The International, le prize pool, c'est-à-dire l'argent qui est mis en jeu pour l'ensemble des meilleures équipes qui vont physiquement se rencontrer en fin d'année, l'année dernière, je crois, était à 40 ou 41 millions de dollars. Donc l'équipe qui a remporté, c'est partagé, donc équipe de 5, hein, Dota 2 c'est 5v5, a touché 8,9 ou quasiment 9 millions de dollars à répartir en 5. Donc on a des enjeux financiers évidemment qui sont forts. Et on pourrait apparenter ça en tout cas à travers le sport. Et maintenant on va rajouter une dimension qui peut être aussi celle du déplacement physique. On parlera de VR tout à l'heure très rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez EVA, eSports Virtual Arena, donc des arénas dans lesquelles vous pouvez vous déplacer physiquement. Vous avez un casque de VR, vous avez un gun, et puis vous devez vous déplacer. Vous avez votre propre avatar qui est projeté en fait dans le casque de réalité virtuelle, et vous avez un gameplay qui fait que vous devez tuer en fait l'équipe adverse, et donc vous déplacez physiquement, en plus de jouer finalement à un jeu vidéo avec des capteurs haptiques, avec détection de vos mouvements et de votre emplacement physiquement dans l'espace et non pas simplement en restant assis sur un fauteuil de gamer. L'écosystème, je ne m'étends pas trop là-dessus, mais retenez simplement qu'aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, ce sont les éditeurs de jeux vidéo. Ici, vous avez au-dessus à droite les éditeurs. On a la chance d'avoir Ubisoft à Montpellier, mais vous connaissez Riot, vous connaissez Supercell, vous connaissez Valve, vous connaissez Activision, racheté par Microsoft, etc., qui, eux, éditent les jeux, font la promotion des jeux, organisent parfois des compétitions. Et donc, avec le géant chinois Tencent qui a racheté une très grande majorité des éditeurs de jeux vidéo, qui a investi dans Epic Games, qui a racheté Supercell, qui détient Riot Games, etc. C'est eux qui finalement font la pluie et le beau temps, notamment sur l'organisation des compétitions, sur les règlements, sur les cash price, et puis sur plein d'autres secteurs d'activité. Les équipes e-sport qui, évidemment, notamment professionnels, font la médiatisation, font la visibilité de l'industrie au sens large. Les événements et les organisateurs qui permettent de créer des championnats, des circuits, des fois des ligues ouvertes, des fois des ligues fermées, je vous en parlerai 10 secondes après. Et puis vous avez, de façon un peu transversale ici, vous avez des acteurs qui finalement vont avoir une importance capitale, notamment les sponsors. Donc tout ce qui est marque aujourd'hui
endémiques, c'est-à-dire qui sont directement en lien avec l'e-sport parce elles vendent des produits ou des services qui intéressent les gamers, ou qui sont non endémiques, qui n'ont pas d'intérêt direct à vendre des produits ou des services à des gamers. Je vais parler du CIC, je peux parler de La Poste, je peux parler de McDonald's ou ce que vous voulez. Donc ça, c'est des marques qui sont dites non endémiques. Ce sont elles qui aujourd'hui financent l'industrie de l'e-sport et qui permettent aux équipes professionnelles, notamment, d'avoir suffisamment de budget pour payer leurs joueurs. À titre d'exemple, un salaire en LFL, donc le salaire moyen d'un joueur en Ligue française de League of Legends, commence à 5 000 euros. C'est à peu près le salaire moyen. Vous avez Reckless, que vous connaissez, j'imagine, pour certains d'entre vous. Lui qui était payé, je crois, 50 000, avec un mercato qui tournait autour du million, si ma mémoire est bonne. Donc, les budgets d'investissement pour les clubs sont énormissimes. Je prends le cas de Vitality. Vitality, c'est 120 personnes, c'est 48 joueurs. Donc le reste des 48, c'est du staff, c'est du market, c'est de la logistique, c'est du partenariat, etc. Il faut payer les salaires et donc il faut avoir suffisamment de budget pour se développer, avec des revenus ici que vous voyez, qui sont notamment, en tout cas le premier channel de revenus, c'est le sponsorship. Donc 40 à 60% du budget des équipes professionnelles d'e-sport sont nécessaires, j'ai envie de dire, pour faire vivre de façon rentable, même si la rentabilité aujourd'hui n'est pas à 100% avérée. Donc la dépendance, l'interdépendance au sponsoring est exacerbée dans l'industrie des sports électroniques. Après, vous avez d'autres sources de revenus, les droits médias, mais qui sont peanuts versus le foot. On parlait du foot, la Première Ligue, c'est 4 milliards sur 3 ans ou sur 5 ans, je ne sais plus. Vous avez de la pub, vous avez le merchandising qui se développe aussi de plus en plus. Vous avez de la publicité, des revenus de streaming, etc. Bon, on va dire, on est à peu près à 1,5 milliard sur 2023, allez, à la grosse maille, en termes de chiffre d'affaires généré au niveau mondial sur l'industrie de l'e-sport. Les chiffres veulent tout dire et rien dire. On pourrait mettre 3 milliards, on pourrait mettre 5 milliards, on pourrait dire 10 milliards. Vous avez plein de cabinets qui se battent. Vous avez Newzoo, vous avez Super Data Research, vous avez Deloitte, vous avez Nielsen. Il y a plein de cabinets qui aujourd'hui essayent de comprendre le phénomène e-sport. Peu importe, j'ai envie de dire le chiffre, simplement on est plutôt sur une forte, en tout cas sur une vraie croissance, et surtout sur une forte croissance en termes des audiences. Vous voyez à droite sur les graphiques, les audiences qui sont visées à 650 millions à peu près pour 2025, notamment avec la démocratisation de Twitch, en tout cas des plateformes de streaming au sens large, dont Twitch, mais avec aussi un phénomène qui est passé par là, qui est celui du Covid. Qu'est-ce qu'on pouvait faire en plein confinement? Jouer. Regardez Charles Leclerc qui était en train de faire du sim racing sur Twitch. Regardez Gaël Monfils qui était en train de jouer sur son ordinateur, ou des équipes e-sport pro qui pouvaient continuer finalement entre guillemets à travailler puisque les compétitions pouvaient avoir lieu notamment online. Donc cette démocratisation, en tout cas cette utilisation en termes de consommation des plateformes telles que Twitch a permis une croissance de l'audience, et finalement aujourd'hui on va dans une dynamique où on va avoir de plus en plus d'audience pour suivre des compétitions, mais aussi pour faire peut-être un peu d'entertainment au sens large. Vous suivez peut-être des chaînes comme Popcorn, peut-être, je ne sais pas si vous connaissez Popcorn, voilà, on est plus mainstream, on n'est pas que sur de l'e-sport, du jeu vidéo, etc. Il y a un peu tous les sujets qui sont abordés. Quelques chiffres, et je ne m'étends pas là-dessus. Chiffres clés de l'e-sport en France, proposés par France e-sport, qui est l'association créée depuis 2016 sur le marché français et qui fédère les acteurs de l'e-sport, en partenariat avec Médiamétrie. Donc tous les ans, ils sortent un baromètre. Donc on estime autour de 12 millions le nombre de consommateurs et de pratiquants de plus de 15 ans sur le marché français, avec une répartition en fonction de ceux qui font que consommer et ceux qui font vraiment que de la pratique d'un point de vue e-sportif. Et vous avez ici le nombre d'e-sportifs amateurs, de loisirs et de consommateurs, donc qui finalement, depuis qu'ils ont commencé les études en 2018, ne fait que croître, donc pour arriver quasiment à 12 millions. Donc ça, c'est des chiffres, ça vaut ce que ça vaut, mais ça montre quand même que sur le marché français, dont l'objectif affiché par le gouvernement, notamment la Direction générale des entreprises, donc le ministère de l'économie, la Direction des sports avec le ministère des sports, le ministère de la culture, poussé par le président Emmanuel Macron. L'idée, c'est quoi? C'est que la France soit une nation leader à minima sur le marché européen en termes de visibilité, en termes d'attractivité, en termes de développement territorial, en termes de structuration de l'e-sport amateur, en termes de rayonnement grâce à l'e-sport et notamment grâce aux grands événements. Il n'y a pas que les grands événements, il y a plein de sujets à aborder, mais en tout cas, il y a une vraie politique, une vraie stratégie qui a été mise en place pour faire en sorte que notre territoire soit finalement
connus, reconnus et puissent se développer. Alors vous avez des équipes ici, peut-être vous connaissez certains logos. C'est la notoriété des structures e-sport sur le marché français. Donc vous avez la Carmine en premier, vous avez Vita, vous avez Solari, LDLC avant qu'il périclite, donc l'année dernière en juillet, etc. Donc Gentlemans, créé par Gotaga, Brooks et Squeezie. Donc quand on pose spontanément la question à des profils qui ont généralement plus de 15 ans et qui s'intéressent à l'industrie du jeu vidéo, ils sont capables de citer une ou plusieurs équipes, et donc la répartition ici qui est proposée. Comment, alors on va aborder le sujet de comment un jeu peut devenir e-sport. Qui joue aujourd'hui à l'un de ces jeux? Ok. Alors la question c'est qui ne joue à aucun de ces jeux ici présents? Ok. Alors vous déjà, hop, vous sortez, vous reviendrez tout à l'heure. Ok, qui joue à LoL? LoL, ok, CS? Après, il y a quoi? Fortnite? Ouais, on a du mal à avouer qu'on joue à Fortnite à votre âge, hein, c'est pas facile. Hein. Rocket League? Ok. Et sinon, Valo peut-être, j'imagine que de plus en plus. Ah voilà, ok. Ok, non mais c'est une vraie tendance. C'est une vraie tendance aujourd'hui. Donc comme on est à Montpellier, j'imagine que tout le monde connaît Mandatory. Mandatory créé par Zerator, voilà. Donc avec un développement qui est en train de se structurer, mais en tout cas la scène de Valorant a une bonne, je pense, une bonne opportunité de se développer. Rainbow Six que vous connaissez, pourquoi? Parce que c'est Ubisoft, hein, Rainbow Six Siege. Donc il y a aussi des compétitions, même si il y a moins de joueurs que sur d'autres jeux. Ah oui, tiens, on n'a pas parlé de Electronic Arts, FC24. Quelqu'un joue au remplaçant de FIFA? Alors, je ne vais pas rentrer, vous inquiétez pas, dans le débat, est-ce que FIFA c'est de l'e-sport, pas de l'e-sport. Simplement, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue historique, les jeux e-sportifs ont été développés notamment sur des ordinateurs. Et donc, le clavier, souris, casque, écran est historiquement, par rapport à World of Warcraft, Starcraft, League of Legends, etc., les jeux qui ont été les premiers pratiqués. Electronic Arts a développé des jeux qui sont pour la plupart des jeux de simulation sportive. On a du hockey avec NHL, on a du foot avec anciennement FIFA, maintenant FC24. On a... qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, NBA c'est Tech2, l'éditeur, c'est NBA 2K. Donc les jeux de simulation sportive, comme le Sim Racing par exemple, hein, Forza, Gran Turismo, iRacing, Assetto Corsa ou autres, font partie de l'e-sport, mais ce sont également des jeux de niche, dans la niche finalement qu'est l'e-sport, notamment si on veut parler d'audience. Alors qu'est-ce qui fait... C'est quoi ça? Apex. Alors, pourquoi je vous parle d'Apex? Qui joue à Apex? Oh la vache! Non mais qui joue vraiment? Pas style, j'y ai joué un quart d'heure le jour où je l'ai téléchargé. Ok. Alors, à votre avis, pourquoi je vous parle d'Apex? Là, la question, c'est comment passer d'un jeu vidéo, un jeu vidéo qui a été donc développé ici par Electronic Arts, à un jeu vidéo e-sportif, un jeu vidéo compétitif. C'est-à-dire comment, quand moi, je décide de développer un jeu, je peux me projeter en imaginant que demain, il va y avoir des compétitions, il va y avoir des joueurs pros, il va y avoir des ligues, il va y avoir des cash prize, il va y avoir des événements offline, des événements online. Qu'est-ce qui peut faire ce basculement? Oui. Un plan de? Alors, la stratégie, généralement, oui. Si c'est trop easy, on l'a vu avec Fall Guys, par exemple. C'est sympa, non mais c'est ludique, Fall Guys très bien, c'est sympa, c'est ludique. Maintenant, pour en faire quelque chose de compétitif, c'est pas ultra sexy. Oui. Donc là, ok, donc la quête de la performance, notamment, on va essayer de limiter l'interaction avec les intelligences artificielles. Les bots notamment, ou d'avoir des réglages qui font que ben, on est trop favorisé parce qu'on joue avec telle arme ou autre. Oui. Classement entre joueurs.
Oui, ça peut challenger, effectivement. Hein, ça nous ramène aux bornes d'arcade que j'évoquais tout à l'heure. Hein, ce fait d'être classé, j'ai joué tant d'heures, j'ai tel classement. Vous le voyez sur Rocket League si vous êtes diamant, vous le voyez sur Fortnite si vous êtes champion 1, champion 2 ou si vous êtes Unreal, etc. Oui, j'ai pas compris le début de la question. Ouais, oui, ça peut faire partie aussi des réflexions. Et il y a un sujet sur lequel j'aimerais pointer. Oui, alors, dernière réponse. Là, l'engouement, alors, j'en viens effectivement. L'une des premières problématiques, c'est la communauté. Pourquoi un jeu qui a été téléchargé plus de 50 millions de fois en l'espace de quelques jours, quelques semaines, n'a pas aujourd'hui une scène compétitive telle qu'on l'a vu tout à l'heure sur League of Legends, Counter-Strike, Dota, qui sont ce qu'on appelle des jeux tiers 1, pour une raison, pas qu'une raison, mais parmi les raisons, il y en a une, c'est celle que l'éditeur, donc Electronic Arts, n'a pas pris compte, n'a pas tenu compte des desiderata des communautés, des joueurs eux-mêmes. Et donc, quand on demande un patch, quand on dit il faut rééquilibrer, quand on dit tiens, il y a un problème avec une arme, quand on dit la map elle est trop grande, machin, et qu'en face il se passe rien pendant 15 jours, pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois, qu'il n'y a pas une compète qui sort, beaucoup de joueurs se disent bon, ok, c'est sympa, j'ai un peu poncé le jeu, j'ai joué avec mes potes. Le côté purement e-sport, hein, j'entends dans la compétition, je vais pas aller à la Gamers Assembly avec mon ordi pour aller faire une compète sur Apex, vu qu'il y a depuis 6 mois, il n'y a pas eu de patch, il n'y a pas eu de changement. C'est ce qu'a compris Epic Games. Hein. Pourquoi Epic Games a créé une telle addiction, entre guillemets, pour pas mal de profils de joueurs. C'est parce qu'ils ont écouté les communautés, qu'ils ont fait des patchs, qu'ils ont créé des chapitres, qu'ils ont créé des saisons, qu'ils ont changé les armes, qu'ils ont changé les maps, qu'ils ont changé une partie du gameplay, etc. Plus après, on peut mettre du cognitif, on peut mettre pas mal de choses pour créer en fait ce besoin de revenir, de se challenger. Mais Apex, qui est aussi dans un environnement où on pourrait s'attendre finalement à ce qui casse à l'époque les codes. Hein. On s'est dit, tiens, ça va être le remplaçant à la fois de Counter-Strike, à la fois de Rainbow Six, à la fois de Fortnite. C'est le game changer finalement. Bah, Electronic Arts a loupé le virage. Donc, il y a pas mal d'éléments que vous avez évoqués. Il y a celui des communautés, moi, qui me paraît aussi important. C'est-à-dire écouter finalement qui sont les clients. Parce que ça, c'est des jeux free-to-play. Tous les modèles économiques, ou la plupart des modèles économiques des jeux qui cartonnent aujourd'hui, sont en free-to-play. On gagne sur quoi? On gagne sur les skins, notamment. Ou sur du marketing à l'intérieur. Quand vous avez au sein de, je sais pas, je vais prendre Roblox, quand vous avez une campagne de Gucci dans Roblox, quand vous avez sur Fortnite Anna Yakamura, ou quand vous avez Travis Scott, ou quand vous avez Eminem, ou je ne sais qui vient, ou quand je fais du placement pour des chaussures Nike, ou quand je fais du placement pour des t-shirts de NFL, il y a du business derrière. Donc c'est-à-dire que mon média Fortnite est un support de communication qui est utilisé et que je peux rentabiliser. Electronic Arts, son intérêt, c'est de vendre du CD. Hein, c'est 70, 80, 90 balles, boum, c'est parti. GTA, c'est à peu près la même chose. Et puis ça va être une bonne douloureuse quand la version 6 va sortir, à mon avis, à 100 ou 120 balles, et encore. Mais c'est un autre business model. Donc ça veut dire que quand vous faites un jeu free-to-play, il faut jouer sur le nombre. Il faut jouer sur l'achat des skins. Il faut jouer sur l'écoute des communautés. Je vous évoquais Dota 2 tout à l'heure, 40 millions de cash prize pour la dernière compétition. Les cash prizes sont financés par 30%, enfin un tiers je crois à peu près, de l'achat des skins sur la plateforme. Donc en fait ce sont vous et moi, hein, quand on joue à Dota, quand on achète un skin, Valve, donc l'éditeur, va prendre 30%, on va dire, de ce montant-là, et va financer le pot commun pour créer le prize pool pour sa compétition. Donc, modèle économique plutôt intéressant, pas besoin d'aller chercher des sponsors ou autres, et décide de créer le plus gros cash prize de tous les temps, et c'est directement, on va dire, abondé par la communauté en question. Les modèles de compète, vous avez ce qu'on appelle des ligues ouvertes et des ligues fermées. Donc là, ici, j'ai un système de franchise au-dessus, donc typiquement LEC, pour ceux qui connaissent un petit peu le championnat européen sur League of Legends. Qu'est-ce qui se passe? J'achète une place, j'achète un slot. Donc, BDS, une équipe peut-être que vous connaissez qui est basée en Suisse, a acheté le slot, donc la place dans le championnat, qui appartient à un club de foot qui s'appelait Schalke 04, pour la somme de 23 millions, 26 millions, j'ai plus les chiffres exacts. Donc vous achetez une place dans une compète, pas de relégation, pas de montée-descente.
L'idée, c'est une fois que vous y êtes, vous y êtes. C'est comme la NBA, c'est comme la NHL, c'est comme la NFL, c'est comme la MLS. Vous êtes les derniers en ce moment, vous appelez Spurs, et vous jouez avec Wembanyama. Ils vont être les derniers probablement de la saison sur la conférence Ouest. C'est pas grave, l'année prochaine, ils seront là, ils auront le premier ou le deuxième choix de la draft, ils vont remonter, etc. Donc c'est un modèle économique foncièrement différent de ce qu'on peut retrouver sur des ligues plutôt ouvertes, où on va avoir des relégations, des organisateurs d'événements, vous vous inscrivez, vous êtes qualifié et finalement vous participez. Là ici ça peut être avec le SL One, c'est une compétition, il y a un championnat, il y a plusieurs étapes, il y a un vainqueur, mais vous n'êtes pas systématiquement qualifié l'année prochaine, etc. Donc modèle économique, ligue ouverte, ligue fermée, on reconnaît ça un petit peu assez facilement, on peut l'assimiler on va dire à ce qu'on connaît dans le sport traditionnel. Alors ce qu'il faut voir c'est que pourquoi je vous mets cette photo-là? Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec des marques non endémiques ou quand vous discutez avec des acteurs publics, que vous dites le mot e-sport, déjà, tiens, est-ce que c'est du sport? Ah, c'est FIFA 24. Non, enfin, FIFA 24, FC 24. Non, si on connaît un peu l'histoire de l'e-sport, effectivement, c'est pas parce qu'il y a le mot sport dedans que ce sont des jeux vidéo de simulation de sport. Mais surtout, les clichés qui tournent autour du gamer au sens large, c'est le côté sédentaire, c'est le côté un peu no life, c'est le côté pizza, coca, asocial, etc. Alors, il faut savoir aujourd'hui, je vous ai montré des chiffres tout à l'heure de France eSport dans le baromètre. Je ne vous les ai pas tous mis, mais vous les trouverez librement sur Internet. Il y a des chiffres qui montrent que les gamers ont plus que la moyenne des pratiques sportives, des pratiques culturelles, vont au ciné, vont faire des activités et qu'il n'y a pas de corrélation entre faire du sport, faire des activités et jouer aux jeux vidéo. C'est pas, alors moi j'ai deux garçons geeks à la maison de 13 et 17 ans. C'est pas parce qu'ils jouent à Rocket League, ils jouent à Fortnite ou ce que vous voulez, qu'ils vont pas pour autant aller à l'entraînement de volley, à l'entraînement de basket, faire les compétitions le week-end. Mais ça, c'est pas forcément simple à faire comprendre à des collectivités, à des acteurs qui voient le jeu vidéo comme un côté sédentaire, comme quelque chose finalement qui est un petit peu en marge de la société. Alors que finalement, le jeu vidéo est la première industrie culturelle en France, chiffre d'affaires de plus de 5 milliards sur le marché français, quasiment 200 milliards au niveau mondial. Donc l'industrie du jeu vidéo est devant le cinéma, la littérature, devant la musique également, et finalement fait partie de notre environnement. Moi j'ai 46 ans, vous évidemment vous en avez plutôt la moitié, et puis même maintenant à 10 ans, je me trompe pas non quand je dis la moitié, enfin encore un peu en dessous. Voilà. Le jeu vidéo finalement se déplace de génération en génération. Alors moi j'ai joué à Donkey Kong, j'ai commencé sur un TO9D, vous savez sûrement pas ce que c'est qu'un TO9D, mes premiers jeux et mes premiers codes informatiques, et puis maintenant on a des PS5, on a des Switch, on a tout ce que vous voulez, mais finalement il y a un côté culturel, il y a un côté transmission qui existe à travers le jeu vidéo, et c'est aussi ça qu'il faut essayer de faire comprendre à des acteurs qui eux stigmatisent les joueurs, stigmatisent l'industrie et ne comprennent pas forcément comment on peut l'utiliser. Et la vraie réflexion, c'est comment on utilise le jeu vidéo pour travailler des sujets sociétaux, la mixité, le cyberharcèlement, comment on va travailler peut-être la reconversion professionnelle, quel métier, quelle passion on va pouvoir mettre à profit à travers l'industrie du jeu vidéo et de l'e-sport, parce que j'aime le game design, parce que j'aime le développement informatique, parce que j'aime la cybersécurité. Savez-vous que 80-90% aujourd'hui des compétitions e-sport en France ont des problèmes techniques à chaque fois. Donc soit des attaques DDoS, soit des problèmes techniques liés à la fibre, soit des surcharges de serveurs à un moment donné, soit un problème de serveur de jeux vidéo qui lâche parce qu'il y a trop de connexions ou il y a une défaillance. Donc il y a plein de métiers, il y a plein de choses qu'on peut développer à travers l'industrie du jeu vidéo et notamment celle de l'e-sport, avec comme cible principale, allez, on va dire la génération Z et les millennials. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui il y a une effervescence dans l'e-sport. C'est parce que les marques qui n'arrivent pas à toucher ces fameuses générations dont vous faites partie, qui ne sont pas le matin au tabac presse pour acheter Libération, Le Monde ou je ne sais quel magazine, qui n'écoutaient pas forcément trop la radio sauf dans la voiture, peut-être si vous avez une voiture et que vous venez ici en voiture, qui ne regardaient pas forcément la télévision, TF1, France 2 et compagnie, mais vous êtes plutôt sur votre smartphone, sur les réseaux sociaux, sur Twitch, etc. L'une des façons pour toucher cette cible-là, c'est d'utiliser l'e-sport pour
véhiculer des messages pour faire la promotion de produits. Et donc, vous avez aujourd'hui une marque qui s'appelle Aldi, qui est partenaire officiel de Riot Games en France, notamment sur la LFL, partenaire de Vitality, partenaire d'un certain nombre d'autres clubs. Il y a Solari aussi, puis je crois peut-être les deux, peut-être un autre, je ne sais plus. Vous avez Orange qui est partenaire de Carmine Corp, etc. Donc, la visibilité d'une marque, la mise en avant des services peut passer notamment par des équipes e-sport ou par des acteurs de l'e-sport. Venons-en aux aspects un peu innovation, un peu techno. L'une des réflexions, c'est de se dire comment aller plus loin dans la pratique de l'e-sport, dans l'expérience que l'on peut vivre à travers l'e-sport. Donc je vous ai parlé qu'on était à la croisée des technologies, du sport, du jeu vidéo, de l'entertainment tout à l'heure. On a toute une typologie de technologies qui sont au service ou qui sont en train de se mettre en place. J'en cite quelques-unes ici. La réalité virtuelle, par exemple. La réalité virtuelle, on peut l'utiliser soit en tant que joueur. Je vous ai parlé du cas de Eva tout à l'heure. Vous avez sur Montpellier une structure qui s'appelle Bigger Inside, qui a notamment Protocole 223, donc il y a un jeu qui a été développé à Montpellier qui permet de faire ce qu'on appelle du free roaming. Donc vous vous déplacez aussi physiquement avec, dans un espace avec un casque de réalité virtuelle et vous avez un affrontement qui est possible. Donc j'utilise en tant que joueur un casque de VR, mais je peux l'utiliser aussi en tant que spectateur. Tout le monde ne peut pas se déplacer à un événement e-sport. On peut imaginer être projeté demain au sein d'un événement e-sport. J'ai eu des choses qui ont été proposées par l'ESL où vous payez un ticket et vous ne pouviez pas aller à Katowice, par exemple, donc, qui est la mecque de l'e-sport sur le marché polonais, donc qui est vraiment une grosse destination e-sportive. Et on vous propose de voir finalement les backstage, de voir ce qui se passe sur place, mais avec un environnement virtuel à travers votre casque. Donc le côté spectateur, vous pouvez l'imaginer aussi, pourquoi pas, rentrer carrément dans un jeu. Imaginez que Valve, avec Dota 2, a fait des expériences où vous étiez vous êtes chez vous, avec votre casque de VR, vous avez votre manette, et vous dites, voilà, je veux être immergé sur la map à tel endroit. Donc vous zappez pour aller sur la map de deux équipes qui sont en train de s'affronter, et vous voyez les personnages donc, du jeu vidéo qui passent à côté de vous. Vous avez une vue sur la colline, etc. Donc vous êtes finalement, vous, spectateur, chez vous, avec un casque de VR, en train de regarder ce qui se passe à l'intérieur d'une map où 2 fois 5 personnes s'affrontent en temps réel. Donc on peut pousser l'expérience finalement du consommateur, la fan expérience, on peut la pousser assez loin, on peut imaginer pas mal de choses, pour une raison assez simple, c'est qu'encore une fois, on a de la data, on passe par Internet, on a de la fibre, on peut capter un certain nombre d'informations qui sont retransmises directement, soit sur un casque de réalité virtuelle ou pourquoi pas sur un casque de réalité augmentée. Sur la partie AR, je ne sais pas si vous connaissez Hado, H-A-D-O, c'est un éditeur japonais qui a créé ça, dans l'idée de faire une sorte de balle aux prisonniers. Vous avez 3 personnes contre 3 personnes sur un terrain qui fait 6 par 10 et qui s'affrontent avec un capteur sur le bras et qui font des gestes comme ça, genre Dragon Ball Z, hein, je vous balance une boule de feu, vous devez contrer avec votre bracelet pour faire une sorte de bouclier, et puis le but c'est d'éviter de se prendre une balle parce que ça fait des points, etc. Donc c'est un truc assez basique, vous mettez votre smartphone dans votre Google Card comme ça assez facilement, c'est un peu cheap au niveau du gameplay, au niveau du rendu, mais c'est pas grave, c'est un peu fun. On utilise la réalité augmentée. Avec le Provision de chez Apple, probablement aussi qu'on va imaginer énormément de choses, soit en tant que joueur, soit en tant que spectateur. Élément important, alors je ne vais pas trop rentrer sur l'intelligence artificielle parce qu'on a évidemment beaucoup d'intelligence artificielle dans l'industrie du jeu vidéo. Quand on veut s'entraîner en solo, quand vous avez des sbires sur League of Legends qui se déplacent, etc. Donc on va calculer un certain nombre de choses. La 5G, je voulais m'arrêter 30 secondes là-dessus. Pour une raison simple, c'est que si vous voulez faire un affrontement entre joueurs à travers un support qui est celui du jeu vidéo, il faut généralement une connexion Internet, de la fibre, à minima, en tout cas pour essayer d'avoir un temps de latence, qu'on appelle le lag, le plus faible possible. Il y a des marchés sur lesquels technologiquement c'est pas possible. L'Afrique, l'Amérique du Sud, certains pays asiatiques ont des problématiques d'infrastructures télécom, de fibre optique, etc. Et donc utilisent, grâce au déploiement de la 5G, notamment le smartphone comme un support principal finalement pour jouer aux jeux vidéo et pour s'affronter. Donc vous avez toute une industrie qui se développe sur mobile, l'équivalent de League of Legends qui s'appelle Mobile Legends, qui est joué par je ne sais plus combien de dizaines ou centaines de millions de joueurs en Asie.
si vous regardez les stats, plus de 50% de l'e-sport asiatique se pratique sur un smartphone en utilisant la plupart du temps la 5G. Donc vous avez des compétitions entières de 5G, ça peut être du Clash Royale, ça peut être du Arena of Valor, Honor of King, voilà, des jeux qui sont sur mobile et qui passent uniquement par la 5G. Alors après, on peut parler de cybersécurité, voilà, il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder, mais en tout cas, les technos aussi font que des développements d'écosystèmes e-sport peuvent s'opérer. Bon voilà, je vais m'arrêter un peu là-dessus. Vous allez avoir de la blockchain après qui, je crois, et de la crypto qui va être proposée. Je termine juste sur 2 slides. Les lieux de pratique. Donc on a parlé un peu de techno, on a parlé de comment les joueurs peuvent s'affronter, quelles sont les opportunités aujourd'hui de créer des écosystèmes. Se développent aujourd'hui des lieux où on va permettre de mettre à disposition des ordinateurs, des consoles, on va faire des compétitions. Donc là vous avez l'HyperX Arena à Las Vegas qui voilà, fait partie des lieux américains où on a plusieurs centaines d'ordinateurs, il y a des événements réguliers, il y a Ninja qui est passé là-bas, il y a pas mal de monde qui vont se déplacer. Sur notre marché européen, moi j'y crois pas, c'est-à-dire que des arénas vraiment stand-alone, des arénas qui fonctionnent 100% e-sport, ça n'existe pas, ça ne marchera pas, on n'a pas la culture, on n'a pas assez d'événements, on n'a pas assez de soutien des éditeurs. Néanmoins, sur certains marchés asiatiques, j'ai eu l'occasion de faire une étude sur le marché chinois et de faire un projet à Shanghai, 130 000 m², on était capable de remplir des salles de plusieurs dizaines de milliers de personnes, parce que Shanghai, vous avez 225 millions d'habitants à moins d'1h15, 1h30 autour de Shanghai. Donc selon la culture, selon les infrastructures, on peut imaginer des lieux dédiés ou des lieux où on va agréger d'autres activités, ce que j'évoquais tout à l'heure en introduction, notamment ce que je fais moi au quotidien, c'est-à-dire imaginer des activités diverses, du loisir, du sport, des startups, de la formation, etc., qui vont booster notamment l'attractivité territoriale. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Occitanie est en conflit avec la région PACA, avec la région Rhône-Alpes, enfin en conflit, en compétition, avec les Hauts-de-France, avec l'Île-de-France, etc. Et puis les pays entre eux, en Europe, la France contre la Germanie, enfin contre l'Allemagne, contre la Pologne, contre les pays scandinaves, puis les continents entre eux, hein, États-Unis, Europe et Asie, Afrique qui est en train d'émerger, l'Inde qui est en train d'exploser, le Moyen-Orient qui met 28 ou 30 milliards sur la table pour développer, notamment en Arabie Saoudite, le plus gros hub gaming et sport à travers la planète. Donc on a des enjeux d'attractivité territoriale. Et pour conclure, quelques mots-clés en lien un peu à ce qu'on vient de voir aujourd'hui, donc le côté phénomène sociétal, vous l'avez compris, par rapport aux chiffres, par rapport aux audiences, le streaming qui a bousculé les codes, notamment post-Covid, et qui a permis de développer notamment les stratégies d'influence et de marketing d'influence. Vous suivez peut-être le GP Explorer, vous avez peut-être regardé le The Event, voilà, il y a pas mal d'événements qui sont orientés plutôt entertainment, beaucoup plus que e-sport. La tech et les innovations sont au cœur, puisque par définition, on fait du code, on fait de la 3D, on fait de l'artistique, on fait du temps réel. Des enjeux économiques, je viens d'en parler à l'instant, on les retrouve pour les territoires, mais aussi pour les clubs e-sport et puis les sponsors qui vont être là derrière. Et puis, on peut imaginer que l'e-sport se développe encore plus. Et donc, on n'est plus simplement sur un focus, c'est quoi un jeu vidéo, mais c'est quoi un jeu vidéo qui potentiellement pourrait devenir e-sport, avec les éléments de réponse qu'on a vus tout à l'heure. On pourra aller encore beaucoup plus loin, mais avec notamment la communauté, la prise en compte des desiderata des joueurs pour en faire un jeu compétitif qui se développe, qui se structure avec des associations, avec des lieux de pratique, et puis finalement, pourquoi pas avec des cash prize et des compétitions nationales, intercontinentales et pourquoi pas mondiales. Merci de votre attention. Si vous avez... je sais, je parle beaucoup, j'ai essayé de tenir le temps, j'ai un peu dépassé. Donc, on a